Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous. Le déconfinement au Portugal se poursuit et se passe plutôt bien pour l'instant. Notre mot d'ordre reste le même que les fois passées, soutien à nos restaurateurs et à nos commerçants. J'ai quand même quelques craintes avec le Premier ministre qui n'a toujours pas compris que l'ouverture trop grande des frontières et des grands rassemblements pourrait être dévastateur avec une population insuffisamment vaccinée. L'erreur fatale de décembre dernier ne semble pas l'avoir suffisamment éclairé. C'est dommage. La France continue doucement, prudemment, mais sûrement son retour à la normale. Et c'est une bonne nouvelle. La campagne de vaccination s'accélère. Nous sommes à 40% de personnes vaccinées, une dose au moins. Le nombre de cas graves et de décès ne cesse de diminuer et comme vous tous, je m'en réjouis. Hier se sont clôturées les élections des conseillers consulaires dans le monde et ici à Lisbonne, nous avons eu 4 élus. Laurent Guater avec sa liste LR et du centre droit, 2 élus. Le Front National avec Hervé Cardon et Cap Citoyen en Portugal avec Julien Letartre. Nous les félicitons et espérons qu'ils feront du bon travail pour les Français résidant au Portugal. Passons maintenant à notre sujet, les banques. Le temps des banques est revenu. Un purgatoire qui aura commencé fin 2007 va se terminer. Un alignement des planètes est en train de se mettre en place pour les raisons suivantes. Le retour du capitalisme dirigiste. Comme je vous l'expliquais lors de mon dernier édito, les États sont en train de reprendre en main les économies et le libéralisme est bien et bien fini. Les États ont pour cela besoin du bras de levier des banques et pour ce faire, devront s'appuyer sur des banques fortes et aux ordres. La convocation des banquiers américains devant la commission du Sénat et la manière dont les sénateurs leur ont parlé montrent clairement qui est le patron. Le message a été clair et parfaitement reçu. Chez nous, c'est plutôt des messages discrets et des promesses d'accompagnement qui vont les amadouer. Les banquiers vont, comme toujours, aller dans le sens du vent et empocher des milliards de bénéfices. Ne serait-ce que pour commencer les milliards d'agios de découvert que l'on voit déjà apparaître dans les comptes qui sont bons et souvent même très bons. Le retrait de la cote de Natixis n'est pas un hasard. La BPCE sait très bien que le cours oscille lui aurait entamé une remontée et préfère signer la fin de la partie maintenant à un prix bas. Un vieux banquier me dit un jour avec un sourire cynique qu'il vaut mieux être patron de banque qu'actionnaire. Et il avait raison, en tout cas pour les actionnaires long terme. La hausse des taux. Les taux vont monter, probablement pas brutalement et pas trop fort et pas trop vite, car les économies auraient du mal à absorber ce changement s'il était trop rapide. La hausse des taux est une bonne chose pour la profitabilité des banques. Les marges sur le crédit vont remonter. Les taux étant aussi liés à la solvabilité des emprunteurs, le Covid et ses conséquences ont abaissé les notes de beaucoup d'entreprises, ce qui augmentera leur taux d'emprunt et en conséquence la marge des banques. Cerise sur le gâteau, le risque ne montera pas obligatoirement, car les banques demanderont des garanties aux États qui s'empresseront de leur accorder. Bercy en premier lieu. Le retour de l'inflation. Depuis plusieurs semaines, nous vous expliquons que l'inflation est de retour. Cela va entraîner des augmentations de tarifs, de prix, de marge et des volumes traités. Les plus vieux d'entre vous se rappelleront que les banques se portaient magiquement bien du temps de l'inflation à 2 chiffres. La volonté farouche des gouvernements de relancer l'économie. La relance de l'économie qui va devenir le cheval de bataille des États ne pourra se faire sans l'aide des banques. Car si les États et les banques centrales savent parfaitement faire ruisseler l'argent vers les banques, elles le font très très bien depuis 2008 et sont devenues des spécialistes en la matière. Elles ont profondément besoin de ces établissements pour le faire ruisseler vers les entreprises et tout particulièrement les petites et moyennes. La mise en place du PGE le montre parfaitement. Les banques vont accepter et se mettre au travail. Pourquoi? Essentiellement pour 2 raisons. Les États vont leur demander, rappelez-vous, le capitalisme dirigiste, les profits sont au rendez-vous. L'assainissement des comptes. Les comptes et les bilans des banques n'ont cessé de s'améliorer depuis le déclenchement de la crise de 2007. Presque 14 ans et la rapidité avec laquelle les cours boursiers ont rebondi montrent qu'une fois la surprise passée, les intervenants ont compris que les profits allaient vite être au rendez-vous et que c'est l'État qui mangerait les pertes. Et malheureusement, l'État, c'est nous. Cette fois, en revanche, l'inflation pourrait nous aider. Des taux autour de 2, une inflation à 4, et c'est une baisse réelle de 2% par an. Mieux que des taux légèrement négatifs et pas d'inflation. Quelques consolidations. Le secteur pourrait aussi être dopé par quelques opérations capitalistiques, rapprochement, fusion, rachat. Chez nous, je vois bien la Société Générale se marier avec un autre établissement, peut-être un italien, un mariage arrangé à l'ancienne. Des niveaux de valorisation plutôt bas. Un autre élément est la valorisation des banques. Même si depuis leur point bas de mars dernier, elles ont énormément rebondi,
Le rebond a pu être de 100%, voire plus. Il reste un fossé énorme entre leur plus haut de 2007 et leur cours d'aujourd'hui. Pour exemple, la BNP en novembre 2007 devait être autour de 100. Elle est aujourd'hui légèrement supérieure à 50 euros. La bourse n'étant rien d'autre qu'une histoire de cycle, le moment est peut-être venu. J'ai même envie de dire le moment est sans doute venu. Un édito n'est pas un conseil d'achat, mais un auditeur averti en vaut deux. C'est maintenant à David et à son point marché de compétition. Bonsoir David. Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique des marchés financiers. On arrive à la fin du mois de mai et les marchés ont fait mentir le célèbre adage « Sell in May and go away ». Pour le moment, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons de prendre des bénéfices. Les actions européennes ont terminé le mois de mai en hausse de 2,5%, en nette surperformance par rapport aux États-Unis, où le S&P 500 ne gagne que 0,7% et le Nasdaq, lui, recule de 1,2%. Depuis le début de l'année, la zone euro est en hausse de près de 16%, soit 4 points de plus qu'aux États-Unis. Alors même si on a vu un bon rebond du Nasdaq et des GAFA, ainsi qu'une détente des taux d'intérêt la semaine dernière, les marchés ont été globalement assez calmes. Alors il y a deux raisons à cela. On avait bien entendu l'Angleterre et les États-Unis qui étaient fermés aujourd'hui pour cause de jours fériés. Mais la deuxième raison, c'est surtout qu'il n'y avait pas de nouvelles. La réouverture est en cours et nous sommes véritablement entre deux périodes. L'inflation progresse, mais les investisseurs devront attendre de voir son impact sur les marges, sur la demande et surtout, ils devront attendre de voir si cette inflation est bien transitoire comme la Fed nous le promet. Dites-moi, David, je vous interromps, excusez-moi, mais cette inflation dont tout le monde parle, en réalité, elle n'est pas si mauvaise que ça pour les marchés. Les marchés, ça reflète la valeur des entreprises. Les entreprises, avec un peu d'inflation, elles vont augmenter leurs prix. Quand elles augmentent leurs prix, si l'inflation est de 2, elles vont essayer de les augmenter de 2,10, 2,15, 2,20. On l'a bien vu avec beaucoup de produits qui ont augmenté plus vite que l'inflation. Pourquoi ça fait aussi peur ? Alors, premièrement, on n'est pas tous égaux devant l'inflation, hein. Effectivement, il y aura les entreprises qui pourront passer les hausses de prix et celles qui le pourront un petit peu moins. L'autre crainte, en fait, c'est surtout une crainte de dérapage. On est dans une crise qui est inédite, la sortie de crise est tout aussi inédite, et donc on a quand même beaucoup d'inconnus. Alors, ce qui fait peur quand je parle de dérapage, hein, on en a souvent parlé dans cette émission, c'est l'inflation qui, telle la pâte de dentifrice, sortirait du tube et serait impossible à contrôler. Je suis assez d'accord avec vous, Bernard. Cette crainte, elle est un peu déraisonnée et déraisonnable parce que lutter contre l'inflation, finalement, c'est ce que la Banque centrale sait le mieux faire. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est beaucoup plus simple que de lutter contre la déflation. Alors, si vous voulez, la preuve d'ailleurs que le marché est à moitié convaincu par cela, c'est que vendredi dernier, on a eu un chiffre important sur l'inflation aux États-Unis, hein. C'était la mesure préférée de la Fed, l'indice cœur des prix des dépenses de consommation personnelle. Alors cet indice, il est sorti en hausse de 3,1% en avril. C'est son rythme le plus élevé depuis 1992. Alors je rappelle, pour ceux qui, comme moi, pensent que 1992 c'était hier, que nous parlons d'une période de 30 ans. C'est un chiffre qui est nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque centrale. Et ce qui est intéressant, c'est que le marché n'a pas bronché, ce qui montre bien que pour le moment, les investisseurs jugent le scénario de la Fed crédible. On pense que effectivement cette hausse, elle va être transitoire, et on espère juste que cette confiance dans la Fed restera immuable dans les mois à venir. Alors le marché, il est resté porté par le pari de la reflation, et il est vrai que les principaux ingrédients de cette dynamique restent très présents. On a un rebond puissant qui est des grands pays et des mondes développés, tout simplement alimenté par un soutien extrême de la politique monétaire. Il est probable que la force de ce rebond commencera à s'infléchir vers la fin de l'année, mais pour le moment, on a peu d'éléments objectifs qui viendraient casser la reprise. La plupart des publications enregistrées par le marché sont également de bon augure pour le rythme de l'activité économique. Aux États-Unis, on a des inscriptions hebdomadaires au chômage qui restent orientées à la baisse, l'indice de confiance reste élevé, l'Europe n'est pas en reste, avec un indice d'activité économique IFO pour l'Allemagne qui continue à monter. Alors les gouvernements,
Il reste orienté vers le soutien à la reprise avec Joe Biden qui continue de promouvoir des plans d'infrastructure encore plus vastes qu'anticipés. Et néanmoins, si les anticipations de moyen terme restent très modérées, les acteurs de marché savent que l'incertitude liée à la dynamique de l'inflation est une des craintes qui pourrait changer la donne. Alors, c'est particulièrement vrai aux États-Unis, où les tensions apparaissent sur les prix liées à la surchauffe de l'économie américaine. Et la crainte, c'est que la Fed soit forcée de s'ajuster plus tôt, plus vite et plus fort que prévu. On n'en est pas là du tout, hein, mais il est clair que se prémunir contre ce risque doit être une stratégie à mettre en place dès aujourd'hui. Alors, au niveau de l'allocation d'actifs, l'Europe reste très négative, très attractive en relatif, avec notamment l'amélioration de la dynamique économique en absolu et en relatif, une meilleure croissance des bénéfices des entreprises, avec une croissance attendue de 15% en 2022 contre seulement 6% attendus pour le S&P 500, et des niveaux de valorisation qui sont également plus attractifs et également un positionnement faible des investisseurs globaux. Alors sur cette question du positionnement, on commence tout juste à observer des signes de changement avec des flux sur les actions européennes modestement positifs sur les 6 dernières semaines et une hausse des encours sur les ETF actions aux États-Unis qui sont basés sur les actions européennes. Donc on est bien en train de parler des investisseurs américains qui sont à peine en train de recommencer à se repositionner sur les actions européennes. Alors, ça laisse augurer une continuité de la hausse. Alors effectivement, ça c'est vraiment de bon augure parce qu'on sait que ce sont des mouvements de long terme. On sait que lorsque les investisseurs américains ont déserté les actions européennes, c'était en 2011 avec la crise de la zone euro. Et vous voyez, 10 ans après, ils commencent tout juste à revenir. Donc ce sont des tendances qui sont très lourdes et assez longues. Donc si l'intérêt des investisseurs globaux se confirme, c'est une excellente nouvelle et ça devrait se confirmer notamment avec le lancement officiel du plan de relance de l'Union européenne. Par ailleurs, et pour terminer cette chronique, on a assisté à la fin de la semaine dernière, des deux côtés de l'Atlantique, à deux événements forts pour l'industrie des énergies fossiles. D'une part, dans un jugement qui peut être qualifié d'historique, hein, la Cour de justice de La Haye a condamné Shell à couper ses émissions de carbone en ligne avec les accords de Paris. D'autre part, les actionnaires d'Exxon ont voté contre la direction pour accueillir au conseil d'administration 4 administrateurs dont l'objectif est de faire changer la politique de l'entreprise en matière de transition énergétique. Alors, l'influence de ces décisions sur les politiques de ces entreprises à court terme est très difficile à prédire, mais elle souligne le changement qui est en train de s'opérer. Alors, si vous me permettez, l'engagement auprès des entreprises par le dialogue pour collectivement assurer une transition rapide et, si nécessaire, pour sauver la planète, notre bien commun, c'est un impératif. Et c'est dans cette ligne d'investisseurs que les équipes de Sanso Investment Solutions se sont inscrits. Et c'est pour cette raison que je profite de l'occasion pour vous informer que nous avons rejoint il y a quelques semaines le collectif Shareholders for Change, les actionnaires pour le changement. Ce sont des investisseurs qui se regroupent au niveau européen pour faire comprendre aux entreprises que les bénéfices à court terme, c'est bien, mais qu'être sûr de pouvoir en c'est encore mieux. Voilà Bernard, pour le moment, avant que vous ayez d'autres questions. Non, c'est très très bien. Et comme on a pris un petit peu de retard, on va directement passer à Christophe Tapia de Sunny Asset Management. Bonsoir Christophe. Bonsoir Bernard. Alors, comme je le disais dans l'édito, vous étiez déjà venu pour nous présenter le fonds Sunny Recovery. Ce n'était pas vous qui étiez venu, c'était un de vos associés, Meir Ben Abraham, le gérant du fonds. Allez, en 2 mots, comment il se porte ce fonds? Il se porte très très bien dans la foulée de ce que vient d'expliquer David aujourd'hui sur les actions européennes, a fortiori dans cette thématique des actions en retournement. Les performances sont très bonnes parce que depuis le début de l'année, on doit être entre plus 16 et plus 17%. Donc, c'est plutôt des bons niveaux de performance, plutôt en tête des classements de cet univers-là. Et surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'idées. Et ça, c'est un point important parce que quand on gère un fonds action de sociétés qui sont obligées de se restructurer, qui sont obligées de se réinventer, le carburant de ce type de véhicule d'investissement, c'est les idées de l'équipe de gestion. Et aujourd'hui, grâce ou à cause de ce qui s'est passé
Avec cette pandémie, on voit que beaucoup de sociétés doivent se réinventer à la fois sur leur dette, à la fois sur leur business model. Et donc, ça crée effectivement des intérêts qui sont très forts, des marques d'intérêt très fortes, aussi d'autres investisseurs. Et puis, les flux arrivant de nouveau, ce qu'expliquait également David tout à l'heure, ça va plutôt dans le bon sens pour nous. Donc, on est très content du démarrage de ce fonds et on espère qu'évidemment, il aura un futur radieux. Mais en tout cas, ça démarre très bien. Et quand ça démarre bien, c'est toujours plus confortable d'avoir une visibilité sur les prochains mois ou les prochaines semaines. Eh bien, pourvu que ça dure. Alors, le sujet de ce soir, c'est votre fonds obligataire, qui c'est un peu le premier fonds de votre société de gestion. C'est comme ça que vous avez démarré. Et ma question sur ce fonds obligataire, ce n'est pas tellement de savoir comment il va, comment il se porte, ou quels sont vos résultats, même si on en parlera rapidement. C'est d'abord, est-ce que ça a du sens d'investir dans un tel fonds quand on a peur ou quand on craint ou quand on voit venir ou quand on sent venir ou quand une inflation est là et une tension sur les taux est là? Donc, je vais reprendre l'exemple de David Calfon qui nous parlait de ce tube de dentifrice où l'inflation peut sortir comme le dentifrice d'un tube et ne plus être rentré. Donc, quels sont les risques? Comment vous les percevez? Donc, d'abord, est-ce que vous partagez mon opinion? Comment vous percevez ces risques? Comment vous vous en prémunissez? Et comment vous voyez, donc, on va parler plutôt de l'avenir court terme de votre fonds dans cette période délicate. Alors, il y a beaucoup de questions en une, hein. Donc on va les prendre, on va essayer de les prendre une par une. Alors déjà, juste de refaire quand même un panorama global, parce que la difficulté quand on parle de marché obligataire, quand on parle de hausse de taux, quand on parle d'inflation, c'est qu'on peut tout mettre dedans et vite on est capable de se perdre. Donc juste pour repositionner un petit peu l'univers dans lequel on travaille aujourd'hui. Le marché obligataire, c'est le plus grand marché du monde. Il faut que les gens en aient bien conscience. Pour vous donner une notion de taille, hein, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, le marché obligataire dans le monde, c'est 250 000 milliards de dollars. Pour vous donner un corollaire, le marché des actions, c'est 80 000 milliards de dollars. Donc, le marché des obligations, c'est 3 fois plus gros que le marché des actions. Et c'est un marché qui est au-delà de sa taille, c'est un marché qui est aujourd'hui totalement coupé en deux. On a d'un côté la dette souveraine, donc les dettes émises par les différents États, et de l'autre côté, la dette privée. Et quand on parle de hausse de taux, la première question qu'on doit se poser, c'est de quel taux on parle. Est-ce qu'on parle de hausse d'emprunt d'État ou est-ce qu'on parle de hausse d'emprunt privé? Donc ça, c'est le premier panorama que nous, on doit travailler. Alors évidemment, dans l'univers dans lequel on se trouve aujourd'hui, on va rapidement balayer d'un revers de main les dettes souveraines. Aujourd'hui, investir sur de la dette allemande à 10 ans, il me semble que ce n'a que peu d'intérêt, à la fois au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que les taux de rémunération sont très bas et globalement, le risque pris n'est pas en adéquation avec la rentabilité attendue. Et c'est ce qu'on cherche quand on est un investisseur. Pour vous donner un repère aussi d'un point de vue chiffré, et c'est intéressant, quand vous détenez une obligation allemande à 10 ans et que les taux montent de 1%, le détenteur de ces obligations perd 9% en capital. C'est une mécanique, les obligues. C'est assez facile. Une obligue, pour faire ça en 3 mots, c'est un contrat, c'est un actif contractuel avec une durée et un taux de rémunération. Et ça fonctionne de façon très mathématique. Donc, quand le 10 ans allemand monte de 1%, si vous détenez du 10 ans allemand en portefeuille, vous perdez 9 en capital. Le 10 ans allemand aujourd'hui rémunère autour de 0. S'il prend 1%, vous rémunérez autour de 1. Vous avez perdu 9 en capital. Pas besoin d'avoir fait de grandes études de mathématiques. Il faut 9 ans pour récupérer l'argent que vous avez perdu. Donc, bien évidemment, investir sur ce type de véhicule d'investissement, sur ce type de papier-là, aucun intérêt aujourd'hui. En revanche, quand on pense que les taux vont monter, et d'ailleurs, ils ont déjà monté, hein, oui, parce que de dire… on en a très souvent parlé. Déjà produit. Hein. Oui, ils ont déjà monté. Donc, quand on pense que les taux vont monter, la première chose pour se prémunir de la hausse des taux, c'est d'acheter des obligations sur des durées plus courtes. On l'a dit tout à l'heure, plus vous êtes long, et c'est assez intuitif d'ailleurs, plus vous détenez du papier sur des durées longues, plus le risque pris est important. À l'inverse, plus vous détenez du papier sur des durées courtes, moins le risque est important. Et ce qui est important au-delà de tout ça, dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que quand on achète un fonds obligataire, il faut être prêt à accepter, pas forcément une perte en capital, mais un manque à gagner à court terme. Et cette notion de manque à gagner versus cette notion de perte, c'est un élément qui est très important. Alors pourquoi c'est bien d'acheter des obligations sur des durées courtes? Déjà parce que vous êtes moins sensible à la hausse des taux. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand les taux remontent, ça veut dire que vous allez pouvoir acheter avec le liquide, le cash que vous avez dans votre portefeuille, des obligations qui ont des taux plus importants sur des durées plus longues. Et tout l'objectif, c'est ça, c'est de monitorer la durée avec l'horizon. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans nos portefeuilles. On achète des obligations sur des durées plus courtes.
on est protégé sur les taux remontent, même si vous disiez tout à l'heure qu'on ne va pas vous n'allez pas me demander comment les fonds vont. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis le début de l'année, globalement, le 10 ans allemand, il a pris 50 centimes. Donc, si vous êtes porteur de 10 ans allemand… Attendez, juste on revient, parce que là, c'est un peu technique. Ça veut dire quoi, le 10 ans allemand, il a pris 50 centimes? Globalement, quand vous avez acheté l'emprunt d'État allemand à 10 ans, était rémunéré 0,50% de moins qu'il est rémunéré aujourd'hui. D'accord. D'accord. Donc, quand vous avez acheté un emprunt allemand à 10 ans le 1er janvier, aujourd'hui, vous avez perdu 4,5% en capital. Ce que je veux dire par là, c'est que la transition, et ce n'est pas obligatoirement faite sur les emprunts du secteur privé. Parce que pour vous, sur nos 2 fonds obligataires aujourd'hui, qui sont des fonds assez traditionnels, les performances depuis le début de l'année sont entre plus 2 et plus 3,5%, dans un univers où les taux ont monté malgré tout. Donc, ce qui est important, quand je disais tout à l'heure, il faut bien faire la différence entre les emprunts d'État et les emprunts privés, on s'aperçoit que ces 2 typologies d'emprunts ne réagissent pas de la même manière. Déjà parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes investisseurs, parce que ce n'est pas forcément les mêmes flux, parce que ce n'est pas forcément les mêmes montants. Et donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est d'acheter des obligations sur des durées plus courtes. Aujourd'hui, quand vous avez des obligations à 3 ans, si les taux remontent de 1%, vous ne perdez pas 9, vous perdez entre 2 et 3. Mais surtout, vous perdez entre 2 et 3. Si votre portefeuille a une richesse intrinsèque entre 2 et 3, in fine, vous perdez 0. Et surtout, vous avez la capacité à vous réexposer sur des obligations dont les taux seront plus importants. Et donc ça, c'est tout le mécanisme que l'on doit jouer. C'est un système d'accordéon, globalement, c'est assez basique. Plus le risque est rémunéré, plus j'en prends, plus je m'expose avec des durées longues, moins le risque est rémunéré, plus je suis sur une durée courte. Et j'attends finalement qu'on trouve des taux meilleurs, que les taux remontent pour aller chercher plus de richesses futures. C'est un jeu à somme nulle, finalement, ce marché obligataire. Et sur les emprunts du secteur privé, c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est comme ça que, finalement, dans toutes les périodes depuis maintenant 10 ans où les taux ont monté, parce que c'est un autre élément qui est intéressant, on parle de hausse de taux aujourd'hui, mais depuis 2010, il y a eu plein de périodes où les taux ils ont monté de façon importante. Et on s'aperçoit que dans toutes ces périodes-là, nos fonds obligataires, mais les fonds obligataires d'autres camarades qui font le même métier que nous, ont eu des performances qui ont été parfois très significatives, parce que l'objectif, c'est de pouvoir se réexposer à un moment donné sur des durées plus longues quand les taux montent. Parce qu'à un moment donné, que les taux montent, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est bon. C'est positif que les taux montent. Voilà. Donc, pour vous, ce n'est pas un sujet d'inquiétude? Nous, on n'est pas inquiets de nature. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet d'inquiétude à partir du moment… On est inquiet quand on ne maîtrise pas le sujet. Nous, aujourd'hui, le sujet, on est très à l'aise avec. Des périodes de hausse de taux, on en a vécu beaucoup. Et à chaque fois de ces périodes de hausse de taux, globalement, même si je n'aime pas ça, les mêmes causes ont reproduit les mêmes effets. C'est-à-dire quand vous anticipez une période de hausse de taux, alors là, j'ai envie de dire c'est quasi plus facile qu'avant parce que on va dire c'est unanime. Tout le monde dit les taux vont monter. Voilà. Et on s'aperçoit qu'ils ont monté. Et malgré cette hausse de taux, les fonds ont continué de générer de la performance. Donc, ça veut dire que ce qui est important, c'est et aujourd'hui, le point le plus important, ce n'est pas acheter des obligations sur des durées trop longues. Parce que là, pour le coup, on s'expose de façon violente et notre capacité à se réexposer sur d'autres taux plus importants après n'a pas grand sens. D'accord. C'est assez facile, notre métier. Il faut être ultra pragmatique. Et aujourd'hui, ce qui l'emporte dans l'univers dans lequel on vit, c'est le pragmatisme. Avec en plus de cela, un autre élément qu'on doit monitorer, parce qu'au-delà de la hausse de taux, le danger qu'on pourrait avoir sur ce type de portefeuille ou de véhicule d'investissement, c'est que, et c'est marrant parce qu'on n'en parle quasi plus avec le retour de l'inflation et la hausse des taux, on parle quasi plus de défaut d'entreprise. Alors, je vais vous interrompre parce que justement, c'était aussi un sujet que je voulais aborder. Donc déjà, le déclenchement du premier confinement en mars 2020 déclenche une crise. Donc vous retrouvez un peu surpris comme tout le monde. Vous avez un portefeuille de sociétés. On en avait parlé à l'époque où vous voyez des choses assez aberrantes, assez incohérentes avec des mouvements de valorisation terribles. Je crois qu'au pire de la crise, votre portefeuille obligataire, il perdait plus que 10%. Alors, comment est-ce que les choses se sont redressées? Comment est-ce que vous avez fini l'année 2020? Et est-ce que je pense que vous avez quelques entreprises qui doivent être mal en point parce que certaines ont mal traversé la crise. Est-ce que c'est un gros sujet de préoccupation ou est-ce que ça n'a pas beaucoup bougé la moyenne des défauts, des baisses et des choses comme ça? Alors de nouveau, ça fait beaucoup de questions. Alors, pour faire simple, en mars 2020,
quand c'était la fin du monde. Les portefeuilles obligataires ont perdu effectivement beaucoup d'argent, mais globalement, quand on perd de l'argent sur un portefeuille obligataire, il y a deux manières de perdre de l'argent. La première, c'est une baisse de la valorisation des obligations que vous avez en portefeuille. Mais, comme je le disais tout à l'heure, une obligation, c'est un contrat, une durée et un taux. Et si vous attendez évidemment la durée finale de votre emprunt et le remboursement, finalement, vous allez récupérer le capital que vous avez perdu. Donc, c'est plutôt un manque à gagner à court terme. L'autre moyen de perdre de l'argent en gérant un portefeuille obligataire, c'est que vous ayez à l'intérieur de votre portefeuille des défauts, c'est-à-dire des entreprises qui déposent leur bilan ou qui ne sont pas capables de rembourser l'emprunt qu'elles ont émis. Nous, sur un portefeuille globalement de 120 sociétés différentes, au pic de la crise, on a bien évidemment regardé l'ensemble de ces sociétés pour savoir celles qui étaient en capacité de passer la crise et ainsi de suite. On a finalement arbitré, donc on a sorti de nos portefeuilles 2 lignes sur 120, c'est-à-dire quasi rien. Et surtout, on a été ultra pragmatique. Parce qu'à un moment donné, quand on gère un portefeuille obligataire, moi, ce qui m'importe, alors ça va être un peu abrupt, je suis désolé, mais ce n'est pas la performance économique de l'entreprise qui m'importe, c'est la performance comptable. La question, c'est, et la seule question que je me pose, c'est est-ce que l'entreprise qui a émis un emprunt sur une durée précise va être capable de rembourser cet emprunt dans la durée déterminée? Est-ce qu'elle va réussir à le faire toute seule? Est-ce qu'elle va réussir avec l'aide de l'État? J'ai envie de dire, peu m'importe. Le meilleur exemple qu'on peut avoir aujourd'hui, et qui est un exemple assez emblématique pour des francophones, c'est Air France. La performance économique d'Air France, excusez-moi du peu, c'est quand même assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui aurait envie d'investir sur Air France en pensant qu'Air France va devenir le leader du secteur européen ou du secteur mondial des compagnies aériennes. Il n'y a à peu près aucune chance que ça arrive de par la complexité de la structuration de ce modèle. En revanche, quand vous détenez une obligation Air France, je ne vais pas dire que vous êtes confortable, mais quand l'État français décide de faire un chèque de 7 milliards pour soutenir la compagnie, bien évidemment, ça va aussi vers les créanciers obligataires. Alors après, c'est discutable. D'un point de vue de gérant, je suis tout à fait confortable. D'un point de vue de citoyen, on peut se poser une autre question. Mais en tout état de cause, il y a plein aujourd'hui de secteurs d'activité ou de sociétés en France et en Europe qui ont été soutenus ou par des États ou par ces fameuses banques centrales qui ont apporté beaucoup de flux. Et aujourd'hui, on a retrouvé des taux de défaut, alors excusez-moi du peu, qui se retrouvent au même niveau qu'avant la crise. En se disant, malgré tout, on a passé une crise qui est quand même relativement incroyable et totalement inédite. Donc, aujourd'hui, le défaut pour nous, ce n'est pas un sujet. Et les boîtes qui ont fait défaut, c'est des boîtes qui étaient déjà en difficulté avant le Covid. Et des boîtes qu'on n'avait déjà pas en portefeuille parce qu'il nous semblait qu'elles ne seraient pas capables finalement de rembourser leur emprunt. Donc, pour celles-ci, l'acte de décès a été accéléré, si vous voulez, mais au bout du compte, c'était un sujet qui était déjà dans les tuyaux. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on a pris peur. En revanche, c'est un sujet qu'on monitore tout le temps, bien évidemment, et on regarde ce qu'on fait, on fait attention à tout ça. Ok, écoutez, c'est très très bien. Il est maintenant temps pour nous de conclure avant de laisser la parole à Marc Toiti qui nous a rejoint. Donc juste une toute petite question, parce que dans notre monde de la gestion, de la finance, de la gestion de patrimoine, on fait souvent des arbitrages et il y a toujours une question qu'on se pose. Alors quand on fait l'arbitrage, on se pose toujours la question de savoir si c'est intelligent de le faire et s'il faut le faire. Et donc là, je voudrais rebondir. Les 2 lignes que vous avez sorties parce qu'elles vous posaient souci ou elles vous donnaient certaines craintes, vous avez bien fait de les sortir ou somme toute, vous auriez pu les garder? On a bien fait de les sortir. Voilà, c'est une bonne chose. C'était donc un bon arbitrage, c'est ce qu'on appelle un arbitrage réussi. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Et pour conclure en 1 minute, donc il n'y a pas de souci, vous maîtrisez la situation, vous achetez des obligations sur des durées beaucoup plus courtes, donc le client n'a pas trop de risques puisque le remboursement va avoir lieu rapidement. Cet argent issu du remboursement sera investi sur des durées plus longues si jamais la hausse des taux se confirme et les obligations ramènent plus. Si la hausse des taux se confirme, c'est que l'économie va bien et donc les obligations vont devenir plus solides et donc renforcer la solidité in fine du portefeuille. J'ai été un bon élève, j'ai bien compris? Quand on cherchera un prochain gérant obligataire, Bernard, vous êtes le bienvenu. Non, moi je suis dans les actions, monsieur. Non, c'était pour rire, c'était une boutade. Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt et on espère vous revoir. C'est maintenant au tour de Marc Toiti. Bonsoir, Marc. Oui, bonsoir Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous, Marc? Très bien, très bien. Voilà, il fait beau à Paris, tout va bien, formidable. Les terrasses sont ouvertes, ça y est, on va parler. Voilà, tout va bien. On a parlé la dernière fois et elles sont toujours ouvertes. Et si j'ai bien compris, le 9 juin, la restriction d'horaire va tomber, c'est ça?
Oui, ça y est, on espère aussi qu'on peut enlever les masques en extérieur parce que ça commence à être fatigant. Voilà, il faut tourner la page et effectivement, on vient d'en parler, hein, il faut retrouver un monde normal. Un monde normal, ça veut dire effectivement des taux d'intérêt qui augmentent avec des dettes publiques aussi fortes. Et encore hier, on a eu, enfin même aujourd'hui, une annonce incroyable du gouvernement donc, qui a annoncé qu'en France, hein, le déficit public allait encore atteindre un nouveau sommet historique cette année à 9,4% du PIB. Donc là, il y a vraiment une grande inquiétude. Pour tout vous dire, j'ai envoyé un petit message à Bruno Le Maire. Bon, il n'a pas répondu, mais je suis un petit peu inquiet parce qu'en fait, l'année dernière, je comprends, il y avait un effondrement du PIB de 8%. Donc c'est normal, hein, mécaniquement, le ratio déficit public par rapport au PIB a flambé. Donc on a atteint 9,2%. Or, cette année, on a une croissance qui est là, qui va atteindre au moins 5 à 5,5%. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. On a une croissance de rattrapage. Et malgré cela, on nous annonce 9,4% de déficit public. C'est-à-dire que le déficit public augmente. Donc le ratio, si vous voulez, malgré la hausse du dénominateur, donc du PIB, le ratio total continue d'augmenter. Donc le déficit continue d'augmenter à 9,4% du PIB. Donc là, je ne comprends plus, si vous voulez. Parce que bon, le quoi qu'il en coûte, quand il y avait la récession, je comprends. Là, c'est plus du quoi qu'il en coûte, c'est du n'importe quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on applique le quoi qu'il en coûte, non plus à la pandémie, mais à la campagne présidentielle peut-être de 2022. Ben, c'est très dangereux. Là, si vous voulez, on est en train, vous savez, c'est le sketch de Coluche. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on met des pièces dans la machine à boissons, et donc ça tombe à chaque fois. On dit, bah, il va prendre toutes les boissons. Et il répond, bah oui, mais tant que je gagne, je joue. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. On se dit, bah, finalement, bah, comme le déficit public, ça ne coûte rien, puisque c'est la BCE qui rachète, la dette publique flambe, tout le monde s'en fiche, le taux d'intérêt augmente, mais un petit peu, bah, on continue. Je trouve ça vraiment extrêmement dangereux, extrêmement déplorable. Donc voilà, je suis un petit peu inquiet parce que bon, tout va bien, ça va mieux. Et puis malheureusement, là, au lieu de nous dire, allez, ça y est, on va sortir de la crise, les entreprises vont réinvestir, on va retrouver une dynamique de croissance, donc plus la peine de continuer de lâcher n'importe comment les deniers publics. Ben non, on continue à faire n'importe quoi. Donc je suis un petit peu inquiet. Mais c'est vraiment ça qui crée ce déficit? C'est parce qu'il lâche trop facilement les deniers publics ou c'est parce que l'impôt et les recettes rentrent mal? Encore une fois, le gros problème est là, c'est que vous avez deux choses, si vous voulez. C'est sûr que l'impôt sur les sociétés, bon, il n'y a pas eu beaucoup de profits l'année dernière, donc c'est sûr qu'il ne va pas rentrer. C'est sûr qu'on va avoir également des problèmes, je dirais, il y a beaucoup d'entreprises qui vont déposer le bilan, parce qu'on les a entretenues l'année dernière, entreprises qu'on appelle zombies. Donc là, maintenant, on ne va plus voir les entreprises, hein, les entretenir, on va enlever World Z, là, vous savez, le film, là, les zombies, ça suffit. Donc c'est sûr qu'il y aura moins de rentrées fiscales, mais comme la croissance redémarre, notamment la consommation redémarre, les recettes de TVA, évidemment, elles vont être là. Donc, c'est là où je ne comprends pas. C'est-à-dire, je me dis, qu'est-ce qu'on va encore dépenser? L'année dernière, encore une fois, il y a eu des aides, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu le PGE, etc. Il y a eu, alors peut-être que l'État table sur le fait qu'il ne va pas rembourser le PGE. Je ne sais pas. Enfin, que les entreprises vont rien rembourser et que lui, évidemment, il va tout prendre. On ne sait pas. C'est quand même le flou. Donc déjà, on nous prépare. C'est quand l'État dit 9,4% de déficit, généralement, c'est beaucoup plus. Hein, donc, c'est ça qui est inquiétant. Donc, on ne sait pas. C'est voilà, une prévision comme ça. Je vous rappelle que l'année dernière, la dette publique a augmenté de 270 milliards d'euros. Ça ne se trouve pas comme ça, encore une fois. Cette année, les taux d'intérêt vont augmenter, donc ça va encore alourdir la facture. Franchement, je suis un petit peu abasourdi. Bon, sachant que, encore une fois, nous sommes dans la zone euro. Donc, on sait que l'Allemagne, par exemple, a annoncé qu'elle allait réduire ses déficits. Pareil pour l'Autriche, pareil pour les Pays-Bas, pareil pour la Finlande. Peut-être même l'Italie et l'Espagne, peut-être même le Portugal commencent à dire qu'ils vont réduire un déficit pour 2021, puisque justement, il y a plus de croissance, donc on n'a plus besoin d'avoir autant d'aide. Et nous, non. Et nous, on continue. Alors, allez, on y va. C'est très dangereux hein, pour la stabilité de la zone euro. Donc là, il y avait le sommet aujourd'hui franco-allemand. A priori, Mme Merkel n'en a pas trop parlé. Je crois qu'elle a. C'est quand même très, très bizarre et c'est très dangereux parce que, comme des gens, entre guillemets, présidentiables et qui ont effectivement une politique, on va dire, correcte, on n'attend pas à ce qu'on continue d'augmenter comme ça important. Qu'en 2021, donc 2020, le poids des dépenses publiques a dépassé les 62% du PIB. Donc, l'année prochaine, si on continue, parce qu'encore une fois, c'est ça le problème, si on continue à avoir des déficits, ça veut dire jusqu'où va-t-on aller? On va devenir l'URSS, si vous voulez. Donc,
Non, non, franchement, j'espère qu'on va recadrer le tir. Je vais tout faire pour, en tout cas, je vais essayer de creuser tout ça, mais non, là, je suis dépassé. Là, franchement, je suis très inquiet et j'ai envie de dire vivement le retour de la vie normale. Excusez-moi l'expression, mais qu'on se prenne une vraie hausse des taux, parce que ça doit être puni. Vous comprenez, normalement, les taux d'intérêt doivent augmenter. Et maintenant que l'inflation augmente, il y a quelques heures, l'inflation allemande est sortie, 2,5% d'inflation, donc on est largement au-delà des objectifs. 2,5% en rythme annuel, c'est ça? En glissement annuel, tout à fait, ça vient de sortir. Voilà. Et puis ça continue, les matières premières continuent d'augmenter. Donc là, la BCE va devoir arrêter certainement la planche à billets. Et donc là, effectivement, on va voir la réalité des taux d'intérêt. Donc il faut que ça augmente. J'ai envie de dire, c'est pas pour faire mal que je dis ça. Il faut qu'on retrouve le juste prix parce que là, on est dans un monde complètement anormal. Justement, Maël va nous rejoindre et cette fois-ci, pour changer un petit peu, c'est Maël qui va vous interroger et ce que vous venez de dire tombe très bien. Donc, l'inflation, elle est là. Vous nous l'avez démontré clairement, elle était là aux États-Unis avec les chiffres. Là, elle vient de sortir en Allemagne, elle est là. Elle va venir en France et la dernière fois, vous nous avez dit que les prix à la production montaient, donc que c'était de toute façon de l'inflation en plus qu'on allait voir venir. Donc, l'inflation, elle est là. Christophe Tapia n'a fait que répéter ou dire la même chose que vous, comme quoi la hausse des taux, elle a déjà eu lieu et donc elle va encore continuer. Et ce qu'on voudrait voir avec Maël, c'est essayer d'être très terre à terre pour nos auditeurs, prendre les actifs un après les autres et vous demander qu'est-ce que vous pensez d'un investissement dans ce type d'actifs, eu égard à l'inflation qui est de retour et la hausse des taux. Je vais commencer avec le premier parce que là, j'ai aucun doute sur votre réponse. Donc, les emprunts d'État à long terme, on achète ou on s'en méfie? Bon, ben là, c'est trop facile, entre guillemets. Ben, c'est évident que là, ce n'est pas le moment. Peut-être sur les échéances courtes et encore, comme on vient de l'évoquer, mais bon, c'est sûr que il faut alléger le portefeuille. Mais je pense que plus personne n'en a vraiment. C'est surtout la Banque centrale européenne qui a acheté, puis certaines banques, parce qu'elle avait les obligations de le faire. Mais je pense que là, c'est évidemment. Voilà. Donc, on a commencé par le facile. Maintenant, c'est Maël qui va continuer avec des choses un peu moins faciles dans lesquelles il va falloir être peut-être un peu plus pesé et un peu plus mesuré. Maël, c'est à vous. Merci Bernard. Bonsoir Marc. Bonsoir Maël, tu vas bien? Je me pose la question pour tout ce qui est marché action, par exemple. Marché action, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Est-ce qu'il faut y aller plutôt côté US, plutôt zone euro? Alors, le problème du marché action, c'est que en fait, j'ai envie de dire, la reprise, elle est déjà dans les cours. Pour une raison simple, c'est que l'année dernière, malgré une récession mondiale de plus de 4%, donc au niveau du PIB mondial, les marchés actions n'ont pas baissé, ou quasiment pas. Et le Dow Jones, ou le marché américain, a augmenté, si vous voulez. Donc, ça veut dire que finalement, il avait déjà intégré la reprise qu'on a pour 2021. Alors, c'est vrai que quand il y a un petit peu d'inflation, généralement, ça permet de répercuter sur les prix de vente. Donc, ça améliore un petit peu temporairement les profits. Donc, je pense que bien sûr, les marchés actions, on peut continuer d'en acheter, mais il va falloir être très, très prudent à faire beaucoup d'allers-retours. Ça va être les montagnes russes en permanente, faire du stock picking. Le gros problème également, c'est le Nasdaq. C'est-à-dire que, comme vous le savez, la bulle boursière a été emmenée par les valeurs du numérique. Et donc là, aujourd'hui, on a effectivement des valeurs du numérique qui commencent un petit peu souffrir et on voit, ça y est, là, une guerre commence à arriver entre Apple et Google. Il y a Joe Biden qui dit qu'il va réglementer effectivement les GAFAM. Je ne parlais pas des crypto-monnaies, mais là aussi, on commence à laisser croire et laisser envisager peut-être un petit peu de réglementation, enfin du moins de contrôle. Donc voilà, j'ai envie de dire, la fête est finie de ce point de vue-là. Donc si effectivement le fer de lance de la bulle du numérique est moins là, clairement, l'ensemble des actions vont un petit peu souffrir. Bon, comme il y a encore beaucoup d'actions qui sont malgré tout à la cave, comme on dit, ça va pouvoir effectivement donc, remonter. Donc, stock picking, beaucoup de volatilité. Maintenant, c'est vrai que sur longue période, c'est clair que si on dit dans 10-15 ans, les actions seront beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui, on ne prend pas trop de risques. Puis il y aura également des dividendes. Donc, peut-être de faire des l'indiciel. Pour les très bons, parce que je sais qu'il y a beaucoup de très bons gérants, comme Bernard, par exemple, on peut faire du stock picking sur certaines valeurs, etc. Ou comme vous, Maël. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il faudrait... Ça va être très, très nerveux. Et moi, je pense qu'il faut quand même être très prudent sur les marchés actions. Donc, oui aux montagnes russes, ou alors oui sur du très long terme. Et alors, les obligations, parce que moi, j'ai toujours appris à l'école que quand les taux remontent, c'est bon pour les obligations. Et là, on nous disait qu'il faut faire attention. Alors, la question, c'est l'inflation, vous la voyez monter rapidement ou doucement?
Alors, il y a deux choses sur les obligations. Il y a bien sûr l'effet taux d'intérêt, c'est-à-dire que quand les taux d'intérêt auront augmenté, c'est ce qui commence à se produire, bah, le rendement effectivement des obligations, le coupon, ce qu'on appelle le coupon, sera plus élevé. Donc là, on pourra acheter. En attendant, quand les taux d'intérêt augmentent, bah, le cours des obligations actuelles a tendance à baisser. Donc ça fait baisser effectivement le cours des obligations. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde les obligations indexées sur l'inflation. C'est vrai que là, elles ont connu un petit peu une traversée du désert pendant quelques années. Donc là, ça peut redevenir intéressant. Je vous rappelle comment ça marche, c'est que les obligations indexées sur l'inflation, donc elles suivent l'inflation et sur le capital, hein, donc le principal, et sur le coupon. Donc les deux, effectivement, accompagnent l'inflation. Donc si l'inflation augmente, on peut effectivement remettre des obligations indexées sur l'inflation. Et alors, du coup, la classe d'actifs préférée des Français, l'immobilier? Alors, l'immobilier, c'est un peu comme les actions, c'est-à-dire que comme c'est très cher, évidemment, ça peut baisser un petit peu. Alors, bon, bah, c'est vrai que jusqu'à présent, ça continue d'augmenter. Le placement immobilier sur long terme, là aussi, encore une fois, c'est le meilleur placement. Et puis, surtout si on est primo-accédant, je veux dire, je rappellerai le BABA, parce que là, on parle de rendement, mais n'oublions pas qu'en France, on paye beaucoup d'impôts. Et donc, il faut dégréver, entre guillemets, nos rendements par rapport aux impôts. Si on est primo-accédant, quand on vendra notre maison, notre résidence principale, ben, on fera une plus-value et la plus-value sera défiscalisée. Il n'y a aucun autre produit qui fait ça en France. Donc, on ne prend pas trop de risques. L'immobilier de placement, plus. Voilà, alors, sur l'immobilier. Voilà, sur l'immobilier de placement, par contre, effectivement, là, il faut être prudent sur le court terme. Je pense qu'il y a quand même un potentiel de baisse de l'ordre de 10-15% dans les grandes villes. Mais après, pareil, ça remontera. Je veux dire, là aussi, dans 10 ans, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et puis, bon, l'inflation, évidemment, a tendance à alimenter également la hausse des prix. Par contre, quand même, attention, le problème à court terme, c'est les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, on est assis sur une sorte de volcan. Donc, c'est sûr que l'immobilier va baisser à court terme. Mais là, encore une fois, si c'est pour faire de la spéculation, ce n'est pas le moment. Si c'est pour investir à long terme, il n'y a pas tellement de risque, effectivement, d'acheter aujourd'hui de l'immobilier. Très bien, très bien. Ben, il reste les matières premières. Hein. Alors, ben, voilà. Ben, les matières premières, alors c'est notamment l'or, évidemment, c'est la valeur refuge hein, contre l'inflation. C'est à chaque fois que l'inflation a augmenté, l'or a flambé. Alors là, c'est vrai que l'or est cher, puisqu'il a intégré, je dirais, déjà la récession de l'année dernière, la crise, après ça a un petit peu baissé. Là, on revient vers les 1900 $ l'once. Je pense que bon, c'est un petit peu cher, donc, mais il faut quand même en garder dans le portefeuille une petite poire pour la soif, je dirais de 10 à 15%. Je pense que si l'inflation nous surprend, parce que c'est vrai que pour l'instant, le consensus dit bon, bah, l'inflation, ça va durer 2 mois et après, c'est fini. Je pense que c'est aller un petit peu vite en besogne, un petit peu trop optimiste. Et donc, si ce n'est pas le cas, si l'inflation continue d'augmenter, eh bien là, l'or pourra dépasser les 2000 $ l'once. Maintenant, c'est vrai que ça devient un petit peu cher, mais néanmoins, encore une fois, c'est une protection, c'est une valeur refuge. Donc, on doit quand même en avoir dans le portefeuille. Donc, en conclusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais chambouler mon portefeuille, il faudrait que j'achète des obligations à court terme pour ne pas prendre trop de risques, Oui, un peu d'actions, faire des allers-retours sur des actions. Un peu d'immobilier, même si j'investis pour la durée. Et finalement, l'or est un peu cher. Donc, tout à fait, mais on peut en mettre un petit peu. Et, obligations indexées sur l'inflation également, je pense que ça reprend le vent en poupe, donc on peut un petit peu également en mettre dans le portefeuille. Voilà un petit peu, globalement, schématiquement. Après, évidemment, il y a ce qu'on appelle des habitats préférés. Il y en a qui adorent les actions, donc ils vont être meilleurs sur les actions. Là, bien entendu, pourquoi pas. Mais sinon, c'est vrai que je pense que la volatilité va être particulièrement forte dans les prochains mois. Et surtout, encore une fois, je rebondis à ce que je disais au début, c'est que pour l'instant, on est encore une fois dans une sorte de monde parallèle où la dette publique n'existe pas. Et en gros, quel que soit le niveau des dettes publiques, ne nous intéresse pas. Et on dit, non, mais c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, je rappelle que, alors on parle de japonisation du monde. Bon, encore une fois, le Japon, c'est parce que 97%, 98% de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, au niveau mondial. Si je prends ne serait-ce que la dette publique française, plus de 60% est détenue par des non-résidents. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas raisonner comme ça sur un monde complètement japonisé. Donc, c'est ce qui veut dire que, oui, la dette publique, pour l'instant, ce n'est pas une préoccupation, mais ça va néanmoins très vite revenir et c'est ça qui peut créer pas mal de volatilité. Donc, oui, les amateurs de montagnes russes vont être servis. D'ailleurs, c'est paradoxal, hein, puisque aujourd'hui, ce qui marche bien, ce sont les actions françaises, européennes au sens large, alors que ce n'est pas forcément là où on a le plus de visibilité. Oui, tout à fait.
Oui, non, c'est vrai, mais disons qu'on a globalement aujourd'hui, il y a un effet de rattrapage. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le problème aujourd'hui où les actions françaises avaient quand même beaucoup souffert, l'action européenne également. Donc, ce qui peut également y jouer. Alors, faire attention quand même, parce que là, l'euro commence à être un petit peu cher. Si jamais effectivement l'euro va dans le sens inverse, ça peut être un petit peu douloureux. Donc c'est vrai qu'encore une fois, on regarde, c'est comme pour l'immobilier aujourd'hui qui commence à augmenter, par exemple, dans les villes de province ou dans les villes où ça n'avait pas augmenté. Là, en grande banlieue parisienne, très grande banlieue parisienne, les prix flambent. C'est assez incroyable parce que justement, ça n'avait pas flambé avant. Là, c'est un peu pareil sur certaines actions aujourd'hui, notamment françaises. Mais bon, voilà, il faut quand même rester extrêmement prudent. Vous savez, on a vécu, je parle notamment pour Bernard et moi, pas mal de crises depuis 25 ans à peu près. Elles viennent toujours là où on ne les attend pas. C'est-à-dire c'est le déclencheur, ça va venir d'un événement qu'on ne va pas forcément attendre. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est sûr que quand la France annonce comme ça un déficit public qui explose à la hausse et que les marchés ne réagissent pas, ou personne ne réagit, ou quasiment pas, c'est dangereux. Un jour, on va se réveiller, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Et donc, c'est là où ça va faire mal. Donc, voilà. Et pour l'instant, il faut faire le dos. Et attendez, je vais vous interrompre, Maël, une seconde. À l'intérieur des actions, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont des secteurs qui tirent revenus et qui tirent avantage de l'inflation, sur lesquels il faut aller? Bon, à l'époque où le pétrole montait, on disait qu'il fallait acheter les majors pétrolières et que les profits allaient monter. Quand il y a la guerre, on fait les sociétés d'armement. Et quand il y a l'inflation, on a quelques secteurs où il faut… Oui, alors bon, il y a toujours les matières premières, effectivement, les sociétés de matières premières qui continuent à augmenter. Et après, on a quand même cette inflation aujourd'hui, même si ce n'est pas complètement le cas en France pour l'instant, mais néanmoins, elle accompagne la croissance. Donc, on a les valeurs cycliques, effectivement, qui peuvent effectivement reprendre de l'avant. Après, tout à l'heure, on parlait d'Air France. Là, c'est sûr que tout le secteur aérien a été complètement massacré. Maintenant, si jamais demain, on a la preuve que les vaccins du moins fonctionnent parfaitement et qu'on se remet à voyager, je ne vais pas dire normalement, mais presque, pas tout de suite, mais pour 2022, c'est clair qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur aérien qui vont repartir à la hausse parce qu'elles ont été massacrées effectivement pendant cette crise. Donc ça peut également jouer favorablement. Après, il y a toujours effectivement l'alimentaire qui va rester bien portant. Donc également tout ce qui est bien d'équipement parce que quand il y a de l'inflation, il faut renouveler, il faut développer les gains de productivité. Donc là aussi, ça peut suivre également l'inflation. Mais l'inflation n'est pas un mal en elle-même. Hein, si vous voulez, encore une fois, du moment que l'inflation c'est une inflation liée à la croissance, c'est une bonne inflation. Le problème, c'est que si c'est uniquement lié aux matières premières et qu'il n'y a pas de croissance, c'est là où ça peut devenir effectivement, ça peut devenir un petit peu dangereux. Donc, c'est là vraiment qu'il faut falloir surveiller, parce que là, on a une croissance de rattrapage, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et une fois qu'on va, tout à l'heure, j'avais un client qui m'appelait, il me dit, mais vous êtes sûr qu'on va atteindre plus de 5% de croissance? On n'a jamais vu ça en France. Ben oui, parce que l'année dernière, on a fait moins 8. Donc, si on fait plus 5,5 cette année, ce n'est qu'un effet de rattrapage. Et d'ailleurs, on retrouvera notre niveau de PIB de 2019 en France, pas avant 2022. Donc, c'est pour dire qu'on a du rattrapage. Le problème, c'est qu'une fois qu'on retrouve le rattrapage, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste la croissance structurelle, c'est-à-dire chez nous en France, autour des 1% de croissance. Donc là, évidemment, c'est un petit peu embêtant parce qu'avec 1% de croissance et une inflation à 3 ou 4%, ça peut évidemment être douloureux. Maël, une dernière question? Ouais, moi je voulais vous poser une question. Vous ne pensez pas qu'avec toutes ces belles promesses de réindustrialiser la France, avec les élections présidentielles qui approchent, on ferait peut-être un choc, quelque chose qui nous permettrait justement d'avoir une croissance supérieure à 1% par la suite? Un choc positif, oui, bien entendu, oui, certainement, mais encore une fois, ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'il faut effectivement engager aujourd'hui une vraie réforme de l'économie française, une vraie modernisation de l'économie française. Ce que j'appelle de mes voeux depuis des décennies. Hein, j'ai vu tous les présidents depuis 25 ans. Ils m'ont tous dit on va le faire, puis personne ne l'a fait, évidemment. Donc tout le problème est là, c'est que même la relocalisation, ça ne se décrète pas. Regardez aujourd'hui, hein, je veux dire, on n'a rien, enfin quasiment rien relocalisé. C'est-à-dire que la Chine continue de faire des excédents commerciaux records, donc on achète toujours autant chinois, si ce n'est plus. Donc pour l'instant, la relocalisation, elle prend du temps. Et pour relocaliser, il faut moderniser l'économie française, il faut réduire la pression fiscale, il faut réduire la pression réglementaire, il faut fluidifier le marché du travail. Donc là, quand on nous dit qu'on va faire un déficit public de 9,4%, c'est-à-dire qu'après, il faudra le financer, donc augmenter les impôts, là, je ne vois pas du tout de modernisation. Donc, c'est ce qu'on appelle en théorie économique l'équivalence ricardienne de l'économiste Ricardo. C'est-à-dire que si on lâche n'importe comment les dépenses publiques, à un moment, n'importe quelle personne va se dire bah oui, mais si on augmente les dépenses publiques, c'est-à-dire que tôt ou tard, une fois que la BCE sera plus là pour acheter tout ça, il faudra augmenter les impôts. Donc si on augmente les impôts, on n'aura rien gagné. Donc c'est ça, moi, ma crainte. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce n'est pas sérieux. Hein, tout à l'heure, quelqu'un me disait oui, mais alors là, vous critiquez le déficit public à 9,4%.
mais c'est en tant qu'économiste ou vous faites de la politique? Pas du tout. Je reste évidemment économiste. Alors d'ailleurs, dans la mesure où faire de la politique économique, mais un économiste responsable qui aime son pays et qui ne veut pas que, on va dire, transférer, je dirais, toutes ces bombes à retardement aux générations à venir. Je trouve que c'est pas du tout sympa. Et voilà, cette fuite en avant, il faut arrêter. À un moment, il faut dire stop. On prend nos responsabilités. Il y a des situations difficiles et puis voilà, puis on se retrousse les manches et on va regarder de l'avant. C'est pas ce que j'observe pour l'instant. On dit non, fuite en avant, allez, déficit public, on y va, on continue comme ça. Non, c'est dangereux, je suis désolé, c'est dangereux et c'est pas très responsable. Ok, eh ben, c'était notre séquence qu'achète-t-on et que n'achète-t-on pas. Merci beaucoup, Marc, pour ce partage de savoir. Je vous dis dans 15 jours, et c'est maintenant au tour de Julien Weiss, notre marchand de biens préféré. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Hi. Bonsoir, Bernard. Bonsoir à tous. Comment ça va, Julien? Comment allez-vous? Bah, écoutez, très, très bien. Il fait un soleil radieux sur la capitale française. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Si on n'a plus le Covid et qu'en plus on a le soleil, on est gagnant de tous les côtés. Alors, nos auditeurs ne vous connaissent pas, c'est la première fois que vous venez, nous vous en remercions, nous en sommes ravis. Vous êtes un professionnel de l'immobilier, principalement un marchand de biens parisien. Vous exercez ce métier depuis 15 ans maintenant. Je vous propose de nous décrire ce métier dans un premier temps de façon générale et ensuite peut-être un peu plus de façon spécifique telle que vous le concevez et vous le pratiquez au quotidien. Effectivement, donc, le métier de marchand de biens, c'est avant tout un métier de professionnel de l'immobilier. Donc, le marchand, il a pour but l'acquisition de biens immobiliers dans le but d'y réaliser une plus-value sur une durée maximale de 5 années. Donc, c'est aussi principalement un rénovateur donc, qui contribue à rénover les immeubles du patrimoine essentiellement dans ces grandes villes. Mais le métier a effectivement un petit peu changé depuis un certain nombre d'années avec l'arrivée de la financiarisation de la pierre, de la dette immobilière et ses leviers. Et donc, on est aujourd'hui sur un métier un peu différent que celui qu'on a pu connaître dans les années 90 ou que mes aînés ont pu pratiquer durant ces années-là. Alors, je me rappelle, voilà, et les gens de mon âge se rappellent qu'à un moment, on a vu fleurir sur Paris, et ça avait d'ailleurs fait des scandales, et ça a amené d'ailleurs des changements de loi, où des marchands rachetaient des immeubles à des institutionnels, et ensuite allaient vendre à la découpe ces appartements un après l'autre. Ça, c'est quelque chose qui fait partie du passé? Alors, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du passé, mais c'est devenu de plus en plus quelque chose qui est à la marge de notre métier. En effet, dans le passé, le marchand faisait essentiellement l'affaire à l'acquisition. Aujourd'hui, il est essentiel de définir une stratégie bien élaborée autour de l'actif pour arriver à l'optimiser dans tous ses sens. Et on ne vend plus que à la découpe, mais en ayant optimisé l'actif, que ce soit d'un point de vue de travaux, d'un point de vue d'état locatif. Donc, le métier ne se résume plus à simplement acheter un produit 100 et le découper avec une valeur de revente de 120 ou 130. Aujourd'hui, le marchand moderne doit vraiment vivre avec son époque, définir une stratégie autour de l'immeuble et imaginer dès l'acquisition comment va évoluer l'immeuble dans son quartier, dans la cité, comment les habitants de ce quartier vont y venir et pouvoir payer un mètre carré relativement important avec la patte du marchand et en optimisant son actif dans les meilleures conditions. D'accord. Alors, le sujet précis de ce soir, qu'on a un petit peu travaillé ensemble avant l'émission, c'est le suivant. Le marchand de biens, acteur opportuniste ou partie prenante de la transformation de la cité. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, on vous accompagne, on accompagne aussi quelques autres marchands et on sent vraiment venir
se marchande bien comme un acteur du changement, de la transformation de la cité, même pour certains qui sont avant-gardistes et qui veulent créer des immeubles mixtes, des immeubles nouveaux. Alors, dites-nous un petit peu comment ça s'intègre dans votre groupe et comment ça se met en place dans votre vision du présent et du futur. Nous, effectivement, depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis surtout ces derniers mois, on se pose régulièrement des questions sociétales et comment notre métier va être perçu et quelle patte on va apporter à nos actifs pour les rendre de plus en plus sexy et d'arriver de mieux en mieux à les louer, à les vendre. Et donc, effectivement, aujourd'hui, avec les nouvelles et les dernières normes, notamment environnementales, la façon de rénover n'est plus la même. Et c'est effectivement quelque chose que nous, on met au centre de nos rénovations et de nos programmes, où on travaille de plus en plus dans ce sens-là, en respectant toutes les règles en vigueur et tout ce travail autour de l'éco-responsabilité qu'on retrouve dans nos rénovations. Alors effectivement, ça nous amène à des coûts de revient sur nos travaux d'optimisation plus supérieurs, mais derrière, on arrive à mettre en place des labels responsables sur nos bâtiments qui sont très appréciés à la fois de nos gros clients institutionnels qui aujourd'hui ont besoin aussi d'une image. Et quand ils inscrivent une ligne dans leur bilan ou qu'ils achètent des immeubles qu'on appelle des immeubles plaquettes, c'est plutôt important pour eux de mettre ça en avant. Et donc ça, on l'a bien compris dans notre groupe depuis un certain nombre de mois et depuis quelques années. Mais on commence de plus en plus aussi dans l'hypercentre parisien et dans ces bâtiments qui méritent rénovation à trouver une clientèle de particuliers qui sont d'accord de payer 1 mètre carré qui a été rénové dans des conditions plutôt écologiques et en éco-responsabilité et qui sont d'accord de payer 1 mètre carré un peu plus cher et donc qui valident la stratégie. D'accord. Et c'est quelque chose que vous sentez venir parce que les prix sont quand même élevés à Paris. Donc, il y a cette capacité à payer encore un peu plus cher pour une stratégie, donc pour être un peu plus écologique, un peu plus technologique, un peu plus sécuritaire. Vous pensez qu'il y a cette réserve à payer plus cher? Dans nos dernières observations et ce qu'on ressent sur le marché parisien, c'est qu'effectivement, on arrive sur un micro-marché qui se concentre sur des actifs qui sont constitués d'actifs prime, où là, effectivement, ce marché-là n'a plus de valeur. C'est-à-dire qu'on a un effet de rareté sur cette typologie-là de bâtiment qui, mathématiquement, est amené à disparaître, étant donné que Paris n'est pas une ville où on arrive à construire. On ne sait pas construire en hauteur. Ce n'est pas du tout une volonté de la ville de Paris de développer de la promotion immobilière au sein de la capitale. Et de toute façon, il n'y a plus de place pour le faire. Donc, ce qu'on observe ces derniers mois et ces derniers temps, et ce qu'on voit aussi arriver pour le futur, c'est que le marché de l'hyperprime, donc du centre parisien, n'a plus de valeur pour l'investisseur et l'effet de rareté fait complètement décoller les chiffres. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, le marché de la première couronne, la seconde couronne ou les marchés de province, eux, n'ont pas cet effet-là et ne bénéficient pas encore de cet effet de rareté. Et donc, on est sur des marchés beaucoup plus stables et, encore une fois, beaucoup moins euphoriques. Alors, mais nous, ce qu'on retrouve dans nos transactions et dans nos analyses, c'est qu'effectivement, le marché du prime décolle et va encore décoller.
Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre aisément. Google s'est installé dans le 9e arrondissement. En fin de compte, il aurait pu payer son immeuble quand on voit le profit et le cash dont dispose Google pour être dans le 9e arrondissement de Paris et donc avoir une offre alléchante pour les salariés parce que quand on n'est pas loin des RER Aubert et de l'Opéra et des choses comme ça, il y a tellement de lignes de métro, des RER qui arrivent à vous qu'on peut vraiment aller chercher des salariés de qualité, des collaborateurs de qualité. C'est vrai qu'ils auraient pu payer le double, le triple, le quadruple ou le quintuple. Donc, je comprends aisément ce que vous dites, que la valeur s'emballe parce que les profits de certaines entreprises ne cessent d'augmenter. Et si elles ont besoin de foncier à Paris, elles s'installeront dans les quartiers où elles doivent s'installer, elles paieront ce qu'elles doivent payer. Mais Paris, ce n'est pas que ça. Paris, c'est aussi du résidentiel. Paris, c'est aussi des petites entreprises. Paris, c'est aussi des restaurants. Paris, c'est aussi des petites boutiques qui, elles, doivent faire très attention à ce qu'on appelle le ratio d'emprise, donc à la valeur du loyer par rapport à leur réalité, ou pour un particulier acheteur, à la valeur du remboursement par rapport à son prêt. Et ça, c'est des choses qui vous inquiètent, qui vous interpellent, ou vous pensez que finalement, la loi de l'offre et la demande et le libéralisme entre l'acheteur et le vendeur réglera les problèmes les uns après les autres? Alors effectivement, la seringue, depuis quelques temps, et ce qu'on observe depuis ces 5-6 dernières années, c'est qu'on surfe, le mètre carré parisien surfe sur effectivement un taux hallucinément faible. Et donc le particulier, comme d'habitude, a mis un peu plus de temps que les professionnels à le comprendre, mais ça y est, depuis maintenant 3-4 ans ici émis, et donc effectivement, le particulier sait faire de la dette à bateau, et donc effectivement, le prix du mètre carré parisien d'habitation était corrélé à ces taux exceptionnellement bas. Donc, j'ai écouté tout au long de l'émission, effectivement, les différents intervenants nous avertir sur cette future éventuelle montée des taux, même si elle est déjà là. La question qui va se poser, effectivement, pour ce marché, entre guillemets, de moyenne marchandise, c'est-à-dire le logement classique du Parisien qui travaille à Paris, qui a ses enfants à Paris, ce mètre carré-là, ce qui va vraiment nous éclairer sur son augmentation ou sa stagnation ou sa baisse future, ça va être réellement cette augmentation et la vitesse de cette augmentation des taux dans la durée. Est-ce que c'est une augmentation violente? Est-ce que c'est une augmentation durable? Est-ce que c'est une augmentation qui va effectivement retrouver ces taux d'il y a une douzaine d'années où on empruntait à 4,5 voire 5%. Ces éléments-là, même si chez nous, on est convaincu qu'on ne sera pas ni sur une augmentation violente, ni sur une augmentation qui va nous ramener à des taux qu'on pouvait trouver dans le passé, parce qu'un groupe comme le nôtre a encore des lignes d'emprunt à ces taux-là, à ces anciens taux. Chez nous, on reste convaincu qu'on sera sur une augmentation des taux relativement moyenne, et que le particulier continuera à acheter de l'immobilier dans des conditions bonnes, parce qu'il a été habitué à ça, et les banques françaises sont désormais habituées à créer cette dette-là, et à savoir la faire et à savoir désormais la maîtriser. Et donc, il va pouvoir continuer à acheter son immobilier relativement cher. Alors, j'ai mis relativement devant cher pour effectivement mesurer le propos et dire que le particulier parisien, encore une fois, je parle du marché parisien, va continuer de payer un prix du mètre carré relativement élevé. D'accord. Alors, bon, tout cet échange, il a été assez dense, assez technique. On va peut-être passer sur quelque chose d'un petit peu plus léger, puisqu'on s'approche de la fin de cette interview. Allez, vous comme moi, on le sait très bien, en réalité, on est tous restés des grands enfants et on aime les histoires, surtout quand elles sont belles et qu'elles se terminent bien.
Et est-ce que vous pourriez nous raconter une de vos opérations récentes ou passées où vous avez apporté quelque chose, amené quelque chose? Allez, on va dire une opération dont vous êtes fier et une opération qui fut aussi un succès ou qui va devenir un succès si elle est en cours. Effectivement, on a un bâtiment qu'on avait décidé d'acheter bien avant qu'arrive le Covid. Donc, en décembre 2019, on avait signé une promesse de vente pour un bâtiment de bureau dans le 9e arrondissement, donc à 2 pas de la place de l'Opéra. Et on a réalisé l'acquisition 3 mois après, donc, au courant du mois de mars, une semaine après que notre président nous décide de nous confiner. Et donc, c'est à ce moment-là qu'avec nos équipes, on s'est posé des questions sur comment on va pouvoir trouver la meilleure optimisation pour que ce bâtiment, à l'issue de la période de confinement et du Covid, retrouve toute sa vie de bureau et que les collaborateurs puissent retrouver leur bureau en toute sérénité. Donc, on est en train de créer sur cet immeuble de la rue Saint-Georges un des premiers actifs de Paris où le collaborateur pourra s'installer à son bureau sans avoir touché le moindre élément de matière ni le moindre bouton. Donc, avec un système de digitalisation des ouvertures de portes et des boutons d'ascenseur avec simplement un geste de la main pour passer d'un étage à l'autre, mais aussi le collaborateur qui pourra allumer sa climatisation ou la lumière de son espace de travail depuis son téléphone. Donc ça, c'est effectivement un bâtiment qui va sortir au courant de l'année 2022 et on sera assez fiers de le présenter lors du prochain MIPIM. J'espère qu'il se passera de manière physique et encore une fois, d'être de plus en plus innovant sur nos réhabilitations et nos rénovations. Et ça, pour vous, toute cette technologie dans un immeuble, Julien, vous pensez que c'est l'avenir ou vous aviez juste envie de vous faire plaisir ou de rebondir sur la période qu'on traversait? Vous pensez que demain, toute cette technologie sera dans tous les immeubles? Alors effectivement, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que de plus en plus de sociétés de labellisation de parties techniques, environnementales, technologiques arrivent sur le marché. Et effectivement, de plus en plus, les bâtiments de bureaux, en tout état de cause, pour sortir du contexte des bâtiments d'habitation, parce que c'est des bâtiments qui ne s'y prêtent pas encore en tous les cas, mais les bâtiments de bureaux, les entreprises preneuses à bail sont de plus en plus friandes de pouvoir benchmarker l'utilisation, de pouvoir benchmarker effectivement leur consommation et surtout de mettre le curseur sur où vont leurs coûts, comment les maîtriser. Et donc tout ça, ça fait partie effectivement des vrais enjeux de demain pour les rénovations à venir et les réhabilitations à venir des immeubles de bureaux. Très bien. Merci beaucoup, Julien. C'est maintenant l'heure de nous quitter. Il y aurait encore beaucoup de questions à poser, beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on se reverra à une prochaine émission l'année prochaine pour la saison numéro 2. En tout cas, merci de votre partage de savoir. Merci d'être venu. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sous ce soleil parisien. Au revoir, Julien. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Et maintenant, au tour de Grégoire Linder de Reiser. Alors lui, Grégoire, c'est un vrai habitué. Bonsoir, Grégoire. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Voilà, et donc Grégoire va continuer sa série avec ses projets du jour. C'est un petit peu nos projets de la quinzaine, mais ils partent tellement vite. J'ai encore vu quelques projets. Chez vous, ils sont partis tous les trois en moins de 5 minutes. Là encore, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Julien. Vous voyez ça comme un mouvement de fond ou vous êtes tombé sur un petit loto, 2-3 millionnaires qui sont venus tout rafler Non, c'est vraiment un mouvement de fond où effectivement nos opérations sont reconnues par notre communauté d'investisseurs comme étant une classe d'actifs intéressante à diversifier avec des rendements assez élevés parce qu'on est entre 8 et 10% de taux d'intérêt annuel et
des durées relativement courtes et des bonnes prises de garantie et en tout cas jusqu'à présent aucun défaut. Donc effectivement, nos opérations sont de plus en plus demandées. Et effectivement, la semaine dernière, on a fait 6 dossiers pour un peu plus de 4,5 millions d'euros. Donc ça a été une belle semaine avec des profils d'opérations vraiment différentes, hein, que ce soit la promotion, du marchand de biens, différentes typologies également de garanties qu'on a été amené à prendre. Certaines, juste, on est en dette mezzanine, donc on a uniquement pris des garanties à première demande. D'autres, on a pris des hypothèques. Il y a une opération, on a fait une fiducie-sûreté sur les parts de la société de l'opérateur. Donc, on a été assez créatif sur les typologies de garanties à prendre. Et en tout cas, c'est des opérations sur lesquelles on y va. Et on y va avec de bonnes conditions et nos investisseurs nous suivent sur ces dossiers. Très bien. Alors, allons-y pour notre projet du jour. Donc, l'opération de la semaine, c'est une opération à 7 du côté, donc de l'autre côté du bassin de taux, sur cette partie qui est vraiment une presqu'île. Et là, c'est un marchand de biens local qui achète en réalité un ensemble immobilier, une maison composée d'un grand jardin. Donc, il est sous compromis depuis un certain temps sur cette maison qui lui a permis de déposer un permis de construire qu'il a obtenu. Et son opération consiste à découper le terrain en deux, vendre la maison existante de manière indépendante et sur le terrain qui a été découpé sur lequel il a obtenu son permis de construire, et bien de vendre ce terrain avec un PC, un permis de construire, purgé de tout recours, clé en main pour l'acquéreur. Donc voilà, au final, c'est une opération qui va être relativement courte parce que ce n'est même pas lui qui va construire. Il a déjà un compromis de vente pour la maison et un compromis de vente pour le terrain avec le permis de construire adossé. Donc, c'est un dossier qui devrait tourner sous moins de 12 mois, qui va réaliser à peu près un chiffre d'affaires un petit peu moins d'1 200 000 euros pour à peu près 9-10% de marge sur l'opération. Et c'est un dossier sur lequel l'opérateur apporte 215 000 euros de fonds propres dans le dossier et nous apportons, via un prêt obligataire qu'on propose à nos investisseurs, 750 000 euros. Donc, c'est un prêt qui est rémunéré à hauteur de 10% d'intérêt par an sur une durée. Le planning du promoteur, c'est moins de 12 mois. On l'a présenté à 18 mois en cas de retard d'un des investisseurs pour X raisons. Mais voilà, en tout cas, c'est rémunéré à hauteur de 10%. Et on prend comme on est le seul financeur sur cette opération, il n'y a pas de banque, et bien on se permet de prendre une garantie équivalente à ce que pourrait prendre une banque, c'est-à-dire une garantie hypothécaire inscrite en premier rang sur donc, cet ensemble immobilier existant. Alors, ce que je dis à mes clients, ce que je dis aux auditeurs quand on parle des sujets, je leur dis que l'hypothèque, ce n'est absolument pas la garantie de ne pas perdre, mais en tout cas, c'est la garantie de ne pas tout perdre et de ne pas trop perdre. Est-ce que vous partagez ? C'est tout à fait ça. Nous, on regarde un ratio clé dans nos grilles de scoring qu'on appelle LTC, la loan to cost, c'est-à-dire combien on prête par rapport à la valeur d'achat de l'actif. Donc, en l'occurrence, dans ce dossier-là, on prête 750 000 euros, le promoteur achète 850 000. Donc, on va dire on considère que le prix du marché aujourd'hui, en l'état de cet ensemble immobilier, sans faire aucune transformation, sans apporter aucune valeur ajoutée, ça reste dans les 850 000 euros. Si demain, il y a un retournement du marché sur la zone de 7, on pourrait peut-être imaginer une décote de 10%, voire même 20% si on est obligé de le vendre très vite. Mais dans l'absolu, même si dans le pire des cas, ça serait vendu avec une décote de 20% sans prendre en compte la valorisation apportée avec l'obtention du permis de construire, c'est quand même un dossier sur lequel on pourrait, en cas de recouvrement, récupérer 80 voire 90% du montant prêté. Donc effectivement, on ne garantit jamais le capital prêté. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. En tout cas, c'est un moyen de recouvrir le maximum qu'on puisse faire, mais voilà, on estime dans le pire des cas 80%, 90% du prêt réalisé. D'accord. Et l'ouverture de cette opération à 7, elle est prévue pour quand ? Donc, c'est une ouverture pour cette fin de semaine, vendredi a priori. Vendredi a priori, d'accord. Vous aimez les vendredis, hein ? Je vois souvent des opérations le vendredi chez vous. C'est pour partir en week-end serein, satisfait, comme ça ? C'est parce que Bernard, on sait que le vendredi après-midi, vous avez moins de travail. Alors, vous avez le temps d'investir tranquillement et passer des tickets sur raisers.com, raizers.com.
D'accord. Et on a toujours cette promotion, cette offre de bienvenue pour tous nos auditeurs? Bien sûr, French 21 et qui permet d'avoir 100 € offerts pour votre premier investissement réalisé sur la plateforme. Ok, super. Merci beaucoup, Grégoire. À très Merci à vite, tous, à bonne très soirée. bientôt. Passez une bonne soirée. Et donc, vous aussi, sous le soleil parisien, profitez de ce retour. Merci. Et c'est maintenant au tour de Sébastien Conso, qui va lui aussi nous parler d'immobilier. Bonsoir Bernard. Bonsoir Sébastien. Comment ça va? Donc, vous aussi, sous le soleil parisien? Oui, c'est ça. Même si là, on va pas se mentir, à 19h50, le soleil commence à se coucher. D'accord. Je ne vais pas vous envoyer du rêve. Ok, pas de souci. Alors, vous aussi, ce soir, je vous représente pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si vous êtes un habitué, vous représentez la société Entrepreneur Invest, spécialiste du non-coté, et une de vos spécialités, c'est l'immobilier. Vous n'agissez pas sous forme de plateforme comme Riser et Grégoire, mais vous avez créé un fonds, spécifiquement un FCPR, qui a maintenant été lancé, et donc vous étiez venu nous le présenter juste avant son lancement. Donc on vient aux nouvelles, comment ça se passe, est-ce que les souscriptions sont au rendez-vous, est-ce que la rentabilité est au rendez-vous, est-ce que la qualité des projets que vous avez sourcés est au rendez-vous, un petit peu une vision d'avenir, de nous rappeler comment on fait pour souscrire, le minimum de souscription, bon voilà, un petit peu tout ça. Donc aussi, beaucoup de questions avec un seul point d'interrogation. On vous écoute, Sébastien. Merci Bernard. La longueur de la question fait que j'ai oublié les premières questions, mais ce n'est pas grave. J'y reviendrai. Donc le FCPR Entrepreneur et Immobilier a été lancé officiellement au mois de janvier 2020. Donc il a aujourd'hui plus d'1 an. On est sur un fonds qui a dépassé les 40 millions d'euros d'encours il y a quelques semaines, qui collecte aujourd'hui sur un rythme d'environ 3 millions d'euros par mois. Donc c'est vrai que c'est un vrai succès au niveau commercial. C'est un fonds qui a rencontré son public. Donc, comme vous l'avez dit, ce fonds va financer des programmes immobiliers, comme on peut trouver ce type de programme sur Reserves. L'intérêt, c'est que c'est un fonds perpétuel. Donc, les investisseurs peuvent décider d'investir quand ils le souhaitent. Aujourd'hui, le fonds est positionné sur 18 programmes immobiliers de 7 promoteurs différents. Donc, immédiatement, au travers d'une souscription, on va diversifier son épargne de manière importante. Et on va la diversifier en France, mais aussi en Europe, puisqu'aujourd'hui, on finance des promoteurs français, c'est à peu près 50% du fonds. Et puis, les autres 50% sont sur des pays d'Europe du Nord, le Luxembourg, le Danemark, la Suède. Et là, on est en train de regarder éventuellement un premier investissement en Allemagne, à Munich. Donc ça, c'est une vraie innovation par rapport aux produits qui peuvent exister sur le marché. Donc aujourd'hui, ce fonds a réalisé sa première distribution, puisque l'objectif, c'est d'obtenir un rendement total de 7% par an et de distribuer 4% chaque année sous la forme d'un dividende qui est versé au printemps de chaque année. Donc là, on vient de verser ce premier dividende fin avril. Donc sur une année 2020 qui est un peu une demi-année, puisque c'est une année de montée progressive en puissance. Et donc, on a versé 2,7% de rendement aux porteurs de parts il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, le rendement total depuis la création, depuis la première valeur liquidative, pour être précis, le 31 mai. Alors, je peux en parler, puisque nous sommes le 31 mai et l'AMF nous autorise à parler des performances qu'on le font à 1 an. Donc, sur 1 an, la performance est supérieure à 5% sur ce fonds-là. Donc Alors, attendez, juste vous interromps. Vous m'avez dit que vous avez un objectif de 7%. Oui. Et là, vous me dites que la performance, elle est supérieure à 5. Donc, on est un peu en dessous de votre objectif ou c'est juste un décalage technique? Non, c'est un décalage technique. On n'est pas en dessous de notre objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire 7% par an. Par contre, quand on lance un fonds, quand on débute la commercialisation d'un fonds, on sait qu'on ne va pas pouvoir investir immédiatement les capitaux. Et il ne vous a pas échappé en plus que le confinement de l'année dernière a pu décaler certains investissements. Pour vous donner un chiffre, on a dépassé le taux de 50% d'investissement dans le fonds seulement au mois de septembre. Donc en fait, c'est parfaitement normal et c'était parfaitement anticipé. C'est une montée en puissance progressive. Aujourd'hui, le fonds il est investi à 77% et on a 23% de liquidités en attente d'investissement qui vont être notamment peut-être utilisés pour le projet à Munich dont j'évoquais la possibilité tout à l'heure. Ce n'est pas beaucoup, 23% de liquidité. Ça ne réduit pas la rentabilité? Si, c'est une des limites, clairement, mais on ne se précipite pas pour investir. Je vais vous dire, par exemple, au mois de décembre et au mois de janvier, on n'a fait aucun investissement.
Et au mois de février, on a déployé plus de 11 millions d'euros de capitaux. Donc la clé, hein, Entrepreneur Invest, c'est un fonds qui existe depuis plus de 20 ans, qui a un très, très fort historique sur les PME classiques. Et on sait qu'il ne faut jamais se presser pour investir. Donc on est vraiment à l'affût, on étudie beaucoup de dossiers pour sélectionner ce qui nous semble être les dossiers les moins risqués. Donc aujourd'hui, on fait du résidentiel. Hein. On pourrait aller sur tout type d'actifs, mais on fait du résidentiel dans des zones tendues afin de limiter le risque commercial. Et donc, on préfère avoir un peu trop de cash de manière temporaire, en sachant qu'on n'investit pas sur ce fonds pour 6 mois ou pour 12 mois. On est sur un engagement de détention d'au moins 3 ans. Et donc, on prend notre temps pour sélectionner ce qui nous semble être les dossiers les plus sécuritaires. D'accord. Et donc là, vous avez combien de cash dans le fonds? Donc aujourd'hui, on a 23% de liquidité, en sachant que l'objectif moyen, c'est d'avoir 90% d'investissement et 10% de liquidité structurelle, justement pour faire face au rachat, puisque c'est un fonds qui, à partir du 1er janvier 2023, donc c'est dans un peu plus de 18 mois, pourra recevoir des demandes de rachat de la part des investisseurs. Donc c'est un fonds relativement liquide, et la différence par rapport au crowdfunding, c'est que dans le fonds, ce sont bien les investisseurs qui décident du moment auquel ils vont récupérer leur argent. Alors que quand on investit sur une plateforme, c'est le promoteur qui va décider de la date de remboursement. Donc en termes de liquidité, c'est assez intéressant. Il y a un double intérêt, c'est la diversification immédiate et la liquidité, puisque l'investisseur qui souhaite rester pendant 5 ans, 6 ans, 15 ans, eh bien, il peut rester positionné sur ce fonds durant ce laps de temps. D'accord. Alors justement, sur cette liquidité, il y a 2 points. Il y a d'abord cette date butoir de 2023, où là, il y a une pénalité pour tout le monde. Non, une impossibilité, c'est ça? Une impossibilité à racheter, donc une interdiction à racheter. Et après 2023, un investisseur, en déposant de l'argent et en investissant chez vous, s'interdit de racheter à titre personnel pendant 3 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. En cas de rachat avant 3 ans, il y a des pénalités de rachat. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il pourra, mais il aura des pénalités à payer. C'est ça, exactement. Et dans ces pénalités, est-ce que vous avez prévu des règles légales ou, par exemple, je ne sais pas, un décès du conjoint, un licenciement, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a aussi des règles légales qui lui permettraient de sortir en s'affranchissant de ces pénalités? Oui, tout à fait. Ça, ce sont des clauses légales donc, qui permettent de sortir sans pénalité et qui permettent de sortir rapidement. Donc le décès, l'invalidité pour le porteur de part ou son conjoint et le licenciement sont 3-4 déblocages anticipés sans aucune pénalité. Donc là, on part du principe que ce sont des cas de rachat qui ne sont pas réellement souhaités par le porteur de part, mais qui sont contraints par des situations de la vie. D'accord. Et la pénalité, elle est de combien pour un rachat au bout d'1 an, par exemple? Alors, les 12 premiers mois, la pénalité est de 10%. Entre 12 et 24 mois, c'est 8%. Et entre 24 et 36 mois, c'est 6%. Donc, ce sont des pénalités vraiment très fortes. Et clairement, je ne recommande pas de souscrire pour une durée inférieure à 3 ans. Voilà, l'horizon doit être le moyen ou le long terme. D'accord. Donc, on est clairement sur un horizon supérieur à 3 ans. Autrement, voilà. Autrement, la sanction, elle est quand même forte. La sanction est forte. Alors, si on travaille bien, si on travaille comme prévu, tout le monde peut faire son calcul. Une sortie au terme de 2 ans et demi ne serait pas forcément négative. Le rendement même devrait être tout à fait correct. Mais c'est quand même pas optimal de sortir avant 3 ans. D'accord. À ma connaissance, Sébastien, vous êtes le seul fonds de ce type-là qui soit liquide. Est-ce que vous connaissez un autre fonds ou est-ce que vous êtes vraiment unique? Non, on est réellement unique. On est le seul fonds perpétuel qui investit sur cette classe d'actifs et qui offre cette liquidité au-delà de 3 ans. À ma connaissance, on n'a effectivement pas de concurrents. Le marché du financement de programmes immobiliers est un marché concurrentiel. Après, la structure juridique est extrêmement importante. Et aujourd'hui, on est les seuls à avoir cette structure juridique. Et on est un des très rares à sélectionner les investissements pour le compte de nos investisseurs. On a l'agrément de l'AMF pour la gestion de ce fonds. D'accord. Et si on devait essayer de quantifier ou de classifier votre fonds par rapport à un niveau de risque, déjà, est-ce que vous le notez? Est-ce que vous lui avez donné une note entre 1 et 7 pour un niveau de risque? Ou est-ce qu'en tant que FCPR, vous ne le faites pas? Et autrement, quel est votre point de vue sur le niveau de risque de ce fonds par rapport aux autres fonds maison ou par rapport à un fonds action, un fonds obligation, des choses un peu classiques? Alors, le fonds étant un FCPR agréé par l'AMF, il est forcément classifié 7 sur 7. C'est notamment lié au risque de liquidité.
tous les FCPR du marché, que ce soit un FCPR obligataire ou un FCPR action, est noté 7 sur 7. C'est une exigence de l'AMF. Nous, si on retraite effectivement cette notation, si on considère une vraie notation, ce serait du 4 sur 7. Donc, ce serait un risque entre le prudent et l'équilibré. C'est bien entendu un produit qui ne présente pas de garantie en capital, hein, c'est évident, mais le risque est relativement maîtrisé par la maturité assez courte des obligations. C'est un sujet qui a été évoqué en préambule de votre émission, et on a une visibilité assez forte. De même, on va essayer de prendre des garanties sur des actifs. Grégoire a parlé tout à l'heure de garantie hypothécaire à première demande ou de garantie ou de fiducie sûreté. Ce sont des choses que l'on peut mettre en place sur nos financements. Voilà, c'est du cas par cas. D'accord. Alors, dans la place du crowdfunding immobilier, donc de toute cette plateforme, il y a une réflexion sur le fait de rechercher comment pouvoir baisser le rendement offert et offrir une garantie en capital. Et on entend beaucoup de gens dire qu'ils ne sont pas loin d'arriver à trouver un produit avec un capital en garantie, avec, je ne sais pas si ce sera des garanties d'assureurs ou des garanties données par l'émetteur, avec bien sûr un rendement amoindri, puisque les rendements sont assez élevés. C'est une piste de réflexion chez vous aussi ? Non, ce n'est pas une piste de réflexion à notre niveau. Il faut savoir qu'on a un partenariat qui date d'il y a plus de 5 ans avec le Fonds européen d'investissement, et sur notre activité historique de financement de PME, donc hors immobilier. Sur ce fonds immobilier, non, il n'est pas prévu d'avoir de réduction du risque qui viendrait forcément réduire le rendement. Aujourd'hui, on considère que le ratio rendement-risque est quand même très intéressant. Alors, bien entendu, on n'est pas ennemi de nos intérêts. Et si on considère qu'une assurance qui viendrait réduire le risque de manière encore plus significative, avec un coût très faible, ça nous intéresse. Mais aujourd'hui, on n'a pas une piste très avancée par rapport à ça. La Banque d'investissement européenne, elle ne prendrait pas en charge parce que c'est de l'immobilier. Aujourd'hui, elle ne prend pas en charge ce type d'investissements qui sont liés à l'immobilier. Voilà. C'est l'activité en fait des promoteurs immobiliers qui n'est pas éligible. Ok. On arrive maintenant à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de l'avoir clôturé avec nous. Donc, merci, on rappelle rapidement que la souscription de votre FCPR est libre, qu'elle est intermédiaire et que donc les auditeurs qui souhaitent peuvent s'adresser à n'importe quel gestionnaire de patrimoine de qualité pour arriver jusqu'à vous. Entrepreneur Invest sur Google, c'est une ligne directe jusqu'à chez vous ? Entrepreneurinvest.com ou alors vous tapez FCPR Entrepreneur et Immobilier et vous trouverez effectivement toutes les informations sur notre site internet qui, je pense, est assez bien fait. Merci beaucoup Sébastien. À très bientôt. Portez-vous bien. On vous laisse profiter Bernard. Des derniers rayons de soleil et autrement, ne vous inquiétez pas, il se relèvera demain. C'est un éternel recommencement. Voilà, merci d'avoir tous participé à cette émission. On approche de la fin de la saison. Il va nous rester 2 émissions au mois de juin. Le 14 juin prochain, nous avons notre grande soirée de gala. Bien entendu, les auditeurs qui souhaitent venir y participer sont les bienvenus. On a réservé des tables pour eux. Il va falloir s'inscrire. Donc, envoyez un mail à la radio qui vous expliquera la procédure. On ne pourra malheureusement pas accueillir tout le monde, mais on fera le maximum pour accueillir le plus de monde. Donc, un mail à la radio ou un mail directement à votre serviteur que vous retrouvez chaque fois sur nos annonces, sur le site de la radio, sur les podcasts et sur le différé. Voilà, merci beaucoup. Une bonne soirée à tous. Bye bye. À très bientôt. Merci encore Sébastien. Au revoir. La French Radio. Portugal.